Salut. C'est pas la première fois que je vous raconte une longue histoire, et cette fois, ça va être la Commune. Vous avez parlé de Napoléon, vous avez parlé de Tolstoï, Jeanne d'Arc, bon, la Commune. Je voudrais d'abord vous apporter quelques citations. Il y en a une de Chateaubriand, qui est dans les Mémoires d'Outre-Tombe, et qui m'a toujours frappé. Il dit « Faites attention à l'histoire que l'imposture se charge d'écrire ». Il y a Simone Weil, d'autre part, qui a dit « Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole ». Et enfin, il y a Victor Hugo dans un texte très peu connu, c'est dans toute la lyre, ça s'appelle « Aux historiens », et il dit deux choses aux historiens. Il leur dit « Dites le vrai ». Ça veut dire ne mentez pas, hein, dites le vrai. Mais d'autre part, il ajoute « Ne nous racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'objectivité dont on parle toujours en histoire, ça n'est pas possible. Pourquoi? Objectivité, ça veut dire considérer les faits comme des objets. Mais comment voulez-vous que l'on considère comme des objets une histoire humaine, une aventure humaine, quelque chose qui nous concerne tous? Alors je dirais que l'impassibilité est impossible devant une histoire comme celle de la Commune, qui est une histoire affreuse, vous savez, une histoire atroce. Mais si l'impassibilité est impossible, la loyauté est le premier devoir. Alors c'est ce que je vais essayer de faire, hein, une histoire véridique, de vous dire la vérité, de ne pas vous cacher ce qui peut me gêner dans cette histoire-là, qui n'est certes pas toujours belle, mais enfin en m'appliquant à être avant tout honnête. Alors voyons, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette Commune, je crois qu'il faut remonter par un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire française depuis 80 ans avant la Commune. Je vous rappelle que la Commune, c'est le 18 mars 1871. Depuis 80 ans, pourquoi? Depuis la Révolution française. Je me permets aussi de vous rappeler ici une chose que j'ai déjà dite, à savoir qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'on appelle le mouvement de 89. Il y a le terrible Michelet qui nous a raconté toutes sortes de facéties là-dessus. Non, la vérité, c'est que le mouvement de 89, c'est un mouvement d'une nouvelle classe française qui, au cours du XVIIIe siècle, avait pris conscience de son existence. À savoir quoi? La richesse mobilière. La richesse immobilière, c'était la terre, quoi, c'était l'aristocrate et le clergé qui possédaient tout. Et au cours du XVIIIe siècle, une classe nouvelle s'était constituée, richesse mobilière, c'est-à-dire quoi? Les banques, les manufactures, le grand commerce. Ben, ces gens étaient exaspérés de voir que c'était l'aristocratie qui possédait, comme on dit, les leviers de commande, et ils avaient décidé de s'en emparer. C'est ça le mouvement de 89. Ben, ça avait pas mal marché, mais il faudra attendre jusqu'à 1830 pour que le rêve qu'avait formé cette grande bourgeoisie de tenir en main le pouvoir se réalise. En fait, entre 1789 et 1792, ça a été cette bourgeoisie au pouvoir. Une bagarre de possédants, quoi, une rixe de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, entre aristocrates et bourgeois. Ça marchait assez bien. C'était un vieux thème voltairien, on ne le sait pas assez. Vous savez, quand on dit Voltaire, on pense toujours à l'anti-religion, il ne s'agit pas de ça. Voltaire avait une idée précise en politique et en sociologie. Voltaire disait « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » C'est une morale d'entretenu. Ben, c'est exactement ce qui s'était passé jusqu'à 91. Puis voilà, premier accident, c'est le 10 août 92, commune insurrectionnelle de Paris, la plèbe qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, le roi qui est obligé de déchoir, enfin qui va disparaître. C'est un intermède odieux pour cette bourgeoisie qui était au pouvoir, et tout à coup, voilà le quatrième état, c'est-à-dire les pauvres gens, quoi, la cariatide, comme dit Victor Hugo, sur le dos desquels le festin des riches se passait. Là, voilà cette cariatide qui remue. Alors, il faudra à peu près 2 ans pour en venir à bout. Il y aura 2 opérations de redressement successives. Une première opération qu'on appelle Thermidor, vous vous rappelez, le 9 Thermidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1994, où on fait tomber Robespierre. C'est insuffisant comme arrangement, alors on fait un deuxième redressement qui s'appellera le 18 Brumaire, où cette fois un général, qui s'appelait Napoléon Bonaparte, va s'emparer de la République, en criant bien sûr « Vive la République » et va l'étrangler. Alors la bourgeoisie est assez contente, il lui semble qu'elle va régner tranquillement, mais ce Bonaparte, Napoléon, empereur depuis 1804, va tourner mal, trop de guerre. La bourgeoisie n'envoyait jamais ses enfants à la guerre. Vous savez, il y avait des exemptions. D'une part, il y avait le rachat. Rachat, ça veut dire remplacement militaire. Hein. Une famille riche pouvait se payer un pauvre pour aller se faire tuer à la place. Eh bien, il avait tellement besoin d'hommes, il faisait une telle consommation de matériel humain, Napoléon, que finalement, il appelait les fils de la bourgeoisie, ce qui était très désagréable. Mais ce qui était infiniment plus désagréable, c'est ce qui va se passer avec le blocus continental. Ce blocus continental, la bourgeoisie française a commencé par se frotter les mains en disant « c'était pas tant, c'est un avantage pour nous ». Puis peu à peu, ils se rendent compte que c'est les marges bénéficiaires qui en prennent un coup. Alors le soutien naturel de l'Empire, à savoir la bourgeoisie, ce soutien, lui, fait défaut.
Il est perdu dès ce moment-là, et c'est 1814, 1815, c'est la Restauration. Moi, la Restauration n'est pas très satisfaisante en ce sens que c'est un retour en force de l'aristocratie. Alors c'est en 1830, enfin, que depuis 1889, la bourgeoisie attendait de pouvoir tout posséder. Elle va le faire avec une république de banquiers, c'est le mot qu'il faut employer, une république de banquiers, non pas une république, un régime de banquiers sous Louis-Philippe. Un véritable Éden, vous savez, c'est à ce moment-là où la bourgeoisie tient tout, enfin l'État est entre les mains de la bourgeoisie. Ça dure 18 ans, puis voilà le deuxième accident. Vous vous rappelez, le premier accident c'était le 10 août 92, deuxième accident c'est le 24 février 48. 24 février, résurrection de la République, avec le prolétariat qui est en armes dans les rues de Paris. Il avait fallu 2 ans la première fois, hein, de 92 à 94, pour venir à bout de ce prolétariat révolté. Il va falloir 4 mois, 5 mois, pas davantage en 48 pour s'arranger. Ces braves prolétaires étaient très gentils, enfin ils mettaient, comme ils disaient, 6 mois de misère au service de la République. C'était des moutons, ils les avaient pris pour des tigres, ils étaient comme des petits animaux domestiques. Alors on va pouvoir avoir raison d'eux assez facilement, et ce sera le canon de Cavaignac, les journées de juin. Mais de même qu'autrefois on avait fait un redressement en 2 étapes, vous vous rappelez, hein, première étape Thermidor, deuxième étape Brumaire, et bien cette fois on fera de même un redressement en 2 étapes, première étape les journées de juin, avec la dictature de Cavaignac, et puis un Bonaparte encore, reparu, un neveu paraît-il, qui fera le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est le coup d'État qui va permettre à Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, de se transformer en dictateur et en empereur. Magnifique, vous savez, vraiment magnifique. C'est une restauration perfectionnée de la dictature bourgeoise à partir de 1851. On ne peut pas y imaginer mieux. Enfin, c'est à ce moment-là où prolifèrent les grandes sociétés bancaires. On voit apparaître le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier, le Crédit Immobilier, la Société Générale. En 1867, les sociétés anonymes vont voir leur existence ratifiée par la loi. Enfin, il n'y a rien de mieux. Et vous avouerez avec moi que quand on voit le président de la Chambre des députés, ça s'appelait le corps législatif, le président de la Chambre des députés, qui est en même temps le patron du Creusot, le président du comité des forges, le régent de la Banque de France et l'administrateur de la Société Générale, oh ben ça, hein, c'est un régime sérieux, c'est un régime stable. Ça ne pouvait pas être mieux. Quant à la condition ouvrière, ben, elle était ce que vous savez. On avait découvert à partir du machinisme, c'est-à-dire sous la Restauration, quand les usines vont se perfectionner avec des machines, on a découvert l'utilisation du travail des enfants. Un enfant avec une machine était capable de faire le même travail qu'un homme. Alors des masses de gosses, vous n'imaginez pas, enfin des quantités de gosses, entre 5 ans, 6 ans et 12 ans, 13 ans, étaient là devant les machines, faisaient le travail d'un mâle, mais ils étaient payés au quart, ce qui va permettre la constitution de fortunes incroyables, enfin une opulence prodigieuse. Alors, travail des enfants. Eh bien, ce travail des enfants, bien qu'une loi de 1841 ait prétendu le contrôler, sachez qu'en 1868, il y avait 99 150 enfants entre 5 ans et 12 ans dans les usines. Ça continuait donc à rapporter. Il est vrai que les salaires avaient augmenté. Entre 1851, coup d'État, et 1870, où nous arrivons, les salaires avaient augmenté de 15%. Seulement le prix de la vie, il avait bondi de 45%. Ce qui vous montre qu'à la fin de l'Empire, la situation ouvrière était encore pire qu'au début. En 62, je crois, oui, en 62, Haussmann, le baron Haussmann, l'urbaniste de Paris, il avait été chargé d'un rapport. Ce rapport n'a pas été secret, il a été publié, c'était une imprudence. Et le baron Haussmann, en 1862, disait que dans la population parisienne, Paris, hein, qui comptait à ce moment-là 1 700 000 habitants, et ben voici les termes du baron Haussmann. Sur 1 700 000 habitants, plus d'1 million sont dans une pauvreté voisine de l'indigence. Alors fatalement, des grincements se produisaient dans cette mécanique si agréable. Grincements. Il y en avait un dont l'empereur lui-même était responsable. Vous savez, Napoléon III, c'est pas tout à fait la même chose que Napoléon Ier. Napoléon III a un côté, c'est vrai, d'attention au prolétariat. Quand il avait écrit en prison en 1846 l'extinction du paupérisme, j'entends bien que c'était aussi pour préparer sa candidature, mais il y avait quelque chose de sincère en lui. Il savait que la condition ouvrière était affreuse. Alors voilà qu'en 1864, c'est Napoléon III lui-même qui va permettre entre guillemets, les coalitions ouvrières. Les coalitions ouvrières, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la loi Le Chapelier, faite par les constituants, ces fameux constituants voltairiens dont je vous ai parlé, c'est 1791, cette loi Le Chapelier, interdisait, sous peine de prison, le groupement des ouvriers pour enchérir leur salaire, disait-il.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire défendre leur salaire. Donc c'était interdit aux ouvriers de se réunir, de se syndiquer, nous disons aujourd'hui, pour se défendre. Et bien voilà qu'en 64, Napoléon III lui-même dit c'est d'accord. Minute, il autorise bien les coalitions, mais il n'autorise pas les grèves. Or justement, les grèves vont se multiplier, quelquefois dans des situations très dramatiques. Par exemple, en juin 69, à la Ricamarie, qui est dans le bassin houlier de la Loire, il y a une grève terrible, on est obligé de faire donner la troupe, il y a 13 tués. La même année, c'est en octobre 69, cette fois c'est à Aubin. Aubin, c'est dans l'Aveyron, toujours un pays minier. Il y a de nouveau une grève extrêmement violente, on fait donner la troupe, cette fois il y a 14 morts, et le commandant, le capitaine Gausseran, qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu, va être immédiatement décoré du ruban rouge de la Légion d'honneur par le ministre de l'Intérieur. D'autre part, depuis 1864, il s'est créé à Londres l'Association internationale des travailleurs, ce que l'on appellera ensuite l'Internationale. Cet international, qui veut défendre la classe ouvrière, commence à faire des petits, si je puis dire, en France. Et il paraît même qu'en 1869, à la fin de 69, le chiffre est incertain, mais il paraît qu'ils étaient environ 60 000 adhérents dans la classe ouvrière française à l'international. C'est grave, hein? Et alors on avait déjà fait 2 procès. Premier procès, on les poursuivait vers des pénalités. Le second procès, c'était des peines de prison. Enfin, si vous voulez, quoi, la cariatide est en train de bouger. Alors Napoléon III, qui a imaginé de se déguiser en empereur libéral, va appeler un nommé Émile Ollivier au pouvoir. C'est un civil. Mais Émile Ollivier veut bien faire de l'empire libéral, mais également, il déclare dans sa affirmation ministérielle du 2 janvier 1870, « Je suis là, dit-il, pour prendre la révolution à bras-le-corps ». C'était assez rassurant pour la classe bourgeoise, mais c'est que la suite ne va pas justifier cet optimisme. Déclaration du 2 janvier, vous avez entendu, hein? Eh bien, le 12 janvier, aux funérailles de Victor Noir, qui est un journaliste qui avait été tué par un membre de la famille Bonaparte. Ce 12 janvier, aux funérailles de Victor Noir, 200 000 hommes sur les Champs-Élysées qui sont prêts à faire une révolution. Finalement, on les calmera, on leur dira, vous allez vous faire tuer pour rien, ça ne se produit pas, mais enfin, on a frôlé quelque chose de très dramatique. Hein. Deuxièmement, il y a un plébiscite. L'Empire, qui vieillit, l'empereur d'ailleurs fait physiquement malade, essaye de rasseoir son assise par un nouveau plébiscite, au mois de mai 1870. Résultat du plébiscite excellent du côté de la campagne. Vous savez, à la campagne, c'était les rustres, comme on disait alors, qui étaient entre les mains des notables, qui votaient comme on leur disait de faire au château ou à l'église. Ça va bien. Il y a une immense majorité dans les campagnes pour le plébiscite. Mais à Paris, ça va très mal. Dans la plupart des grandes villes françaises, les non l'ont emporté sur les oui, et à Paris, dans des conditions dramatiques. Il y a 180 000 voix, 183 000 voix pour dire « nous refusons l'Empire », et il n'y a que 134 000 voix pour dire oui. Autrement dit, la capitale de la France, Paris, est hostile au régime. Vous vous rendez compte si c'est grave, hein? En plus, il y a une grève, plutôt des grèves successives au Creusot. On va dispenser à ce moment-là 298 mois de prison, 298 mois de prison à 25 inculpés. Et l'Internationale, dont on avait interdit la reconstitution, s'est reconstituée. 3e procès de l'Internationale en 1870. Enfin, c'est vous dire que la fameuse cariatide, elle remue terriblement, la situation est alarmante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, c'est une vieille ruse, hein, c'est une vieille astuce, que quand il y a des difficultés intérieures dans un pays, on va orienter l'esprit des gens du côté de la frontière. On va leur dire une question nationale qui se pose. Maintenant, chauvinisme, quoi, il faut défendre la patrie, alors que même quand la patrie attaque la première, c'est ce qui va se passer. Donc, l'Empire se dit, pour redorer ma couronne, pour rasseoir mon affirmation, je m'en vais me jeter dans une guerre qui sera une guerre facile. La Prusse est insupportable. Il y a des quantités d'années déjà qu'elle nous impatiente. Nous allons lui déclarer la guerre. Alors comprenez bien que la guerre de 1870 est avant tout une guerre de politique intérieure. Elle n'a pas été faite pour les intérêts français qui, à ce moment-là, n'étaient pas menacés. Elle a été faite pour les intérêts de l'Empire. Parce qu'autour de l'empereur, tout le monde lui répétait, lui-même ne le croyait pas, remarquez, il était inquiet. Mais tout le monde lui répétait, voyons, avec la puissance de l'armée française, il n'y a pas de question, ça va être une guerre triomphale, vous allez revenir couvert de lauriers, c'est une certitude de prolongation indéfinie de votre empire. Vous savez déjà ce qui va se passer, hein. Dès le début, ça va être une catastrophe. En réalité, la mobilisation française a été misérable. Le fameux maréchal Leboeuf, qui disait que tout est prêt jusqu'au dernier bouton de guêtre, enfin c'est très célèbre, n'avait rien préparé. Cette mobilisation a été un vrai désastre. On envoyait un soldat de Perpignan se faire habiller à Maubeuge, puis il devait aller en Algérie, puis il devait descendre à Strasbourg, enfin un cafouillage sans nom. Le pauvre
Napoléon III qui s'était imaginé qu'il allait faire ce que nous appellerons plus tard un blitz. Il voulait lancer l'armée française puissamment derrière Strasbourg pour couper l'Allemagne du Nord de l'Allemagne du Sud. Pas question, il n'a rien entre les mains, il a un instrument défectueux. Alors ce sont les Allemands qui vont attaquer les premiers, qui vont leur faire le blitz, et nous connaîtrons ça à une autre occasion. Alors dès le 4 août, c'était une première défaite à Wissembourg. Le 6 août, c'est deux défaites en même temps, Frechwiller et Forbach. Et enfin, le 2 septembre, ce sera bien autre chose qu'une défaite, ça sera une catastrophe, ça sera Sedan. Toute l'armée française de Sedan, y compris son chef qui était Napoléon III, l'empereur qui était là, toute l'armée française est capturée. Et voilà l'empereur lui-même qui est aux mains de l'ennemi. Il y avait un nommé Bazaine, qui est un maréchal, qui commandait l'armée de Metz. Il y avait 170 000 hommes, l'armée n'avait pas été engagée, elle était encore intacte. Bazaine, qui était comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire insupporté par les camarades, qui trouvaient que d'autres avaient avancé plus que lui, Bazaine n'avait pas porté secours à MacMahon, qui était à la tête de l'armée qui allait s'engloutir dans Sedan. Il avait son calcul derrière la tête. Bazaine, il s'était dit, ça va mettre l'empereur dans une situation dramatique, il sera obligé de faire appel à moi, je suis le futur régent, mais il n'avait pas prévu une pareille catastrophe, à savoir que l'Empire lui-même s'écroulait à Sedan. Alors, quand les Parisiens apprennent qu'il n'y a plus d'empereur, l'empereur est entre les mains de l'ennemi, le 4 septembre 1870, il proclame de nouveau la République. C'est la troisième fois qu'il y a la République en France. Hein. Il y a la République de 92, il y a la République de 48, et maintenant nous sommes en présence de la République du 4 septembre 1870, qu'on appellera la Troisième République. C'est là où je vous demande de faire bien attention, parce que ce que je vais vous raconter n'est pas du tout conforme à l'histoire officielle, l'histoire bien séante, vous savez, pour les revues grand public. Seulement ce que je vais vous dire, je peux vous affirmer que c'est bien la vérité. Alors dans quelles conditions ça s'est fait, cette proclamation de la République? Il y a un groupe de députés de Paris qui vont se précipiter à l'hôtel de ville pour dire « Nous sommes le gouvernement provisoire ». Eux-mêmes vont vous intituler gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils représentent en effet une opposition républicaine, enfin républicaine rose, vous savez, une républicaine arrangeante. Mais enfin, ils sont là, ils sont sur place, ils disent « C'est nous le gouvernement républicain ». Le grand journal L'Illustration, c'est très intéressant d'étudier la collection de l'Illustration, dira la semaine suivante, il faut rendre justice à ces gouvernants qu'ils ont fait tout leur effort pour éviter la proclamation de la République. Pourquoi diable? Et parce que ces gens ont une peur panique de ce que les faubourgs, qui sont pleins d'internationalistes, qui sont pleins de ce qu'on appelle déjà les socialistes, que les faubourgs ne descendent sur l'hôtel de ville de Paris et ne constituent un gouvernement socialiste, un gouvernement véritablement républicain ou rouge, si vous voulez. Alors ils les prennent de vitesse. Ils se précipitent à l'hôtel de ville pour occuper le pouvoir avant eux, et ils n'ont qu'une idée. Ils n'ont vraiment qu'une idée, vous savez. C'est d'être un gouvernement de protection sociale. Ils vont s'intituler gouvernement de la défense nationale, et leur vrai nom serait gouvernement de la défense sociale. Tous ces gens qui sont les nouveaux gouvernants, ils ont vu aux dernières élections, qui étaient de mai 69, ils ont vu se dresser contre eux, pour la première fois, une opposition à leur gauche, une opposition d'extrême gauche. Tenez, Jules Simon, par exemple, qui va faire partie de ce gouvernement dont on dira en souriant, c'est le gouvernement des Jules, puisque les trois chefs sont Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, et qui sont coiffés par un Jules militaire qui s'appelle Jules Trochu. Tous ces Jules, aux dernières élections, ont vu les candidats de l'extrême gauche. Simon, vous dis-je, avait devant lui Jules Vallès, qui s'intitulait candidat de la misère, et un homme comme Jules Favre avait contre lui Rochefort, candidat de l'extrême gauche, et Jules Favre n'est passé au second tour qu'avec l'appui des voix de la droite. Alors, terrifiés qu'ils sont par l'idée que peut s'établir à Paris un gouvernement socialiste, ils n'ont véritablement, croyez-moi, qu'une seule pensée, c'est que la victoire allemande s'accomplisse le plus rapidement possible, afin que les troupes allemandes soient là, dans Paris, avec leurs énormes canons dans les forts qui seront braqués sur les faubourgs pour les tenir en respect et les faire tenir tranquilles. Ils vont donc, les Jules, ils vont donc crier « République », parce que la foule veut la République, parce que la foule pense à 1792. Et vous vous rappelez, 1792, pour les Français, ça avait été non seulement la République, mais ça avait été l'envahisseur repoussé, ça a été Valmy. Alors quand les gens crient République, ils se disent, avec ce mot-là, on est sûr de vaincre. Bon, on va crier République. Mais étant bien entendu qu'on va leur donner le mot, mais pas la chose. Une République sans contenu. Ils ont du reste une chance, c'est que l'extrême gauche elle-même se rallie à eux en disant, pour l'instant, il y a une seule préoccupation. Nous voulons chasser l'envahisseur, nous voulons repousser les Prussiens. Notre programme politique et social, plus tard, on verra plus tard. Excellent ça, on ne peut pas désirer mieux, hein, puisque l'extrême gauche elle-même dit, pour l'instant, notre programme, il est entre parenthèses. Une seule affaire, une affaire nationale. Oui, mais Jules Favre et tous les Jules, vous savez ce qu'ils veulent.
Ils veulent que les Allemands gagnent le plus rapidement possible. Du reste, voudraient-ils se battre eux-mêmes, les Jules? Et ils n'y pensent pas. Qui ne pourraient pas le faire. Pourquoi? Parce que l'état-major de Paris, les généraux de Paris, ne veulent pour rien au monde, une victoire de la République. Ce sont tous des créatures de l'Empire, par conséquent, ils sont résolus à l'inertie la plus parfaite pour que les Allemands soient le plus rapidement possible là, devant eux, comme protecteurs. Alors voilà Jules Favre qui va se mettre à pousser de grands cris, à annoncer « Pas un pouce de notre territoire, pas une pierre de nos forteresses, on ne donnera rien à l'ennemi et nous sommes là pour le repousser. » Et le même homme qui se tient ces discours va en tapinois, il va en catimini, trouver Bismarck qui s'est installé à Versailles et pour lui dire « Bon, on les connaît vos buts de guerre, hein, on savait ce que vous voulez. Vous voulez l'Alsace, la Lorraine. Vous voulez Strasbourg et Metz. Eh bien, c'est d'accord. On vous les donnera. Hein, on vous les donnera. Il ne faut pas que les Parisiens s'en doutent. On va présenter ça sous une forme d'armistice, mais vous pouvez être tranquille. Pourquoi est-ce que les Jules ont-ils cette facilité d'abandonner une grande partie, enfin une partie sérieuse du territoire français? Parce que c'est pas le problème. Parce que qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait 2 provinces en moins? Mais ce qui est infiniment plus grave, ce qui est vraiment l'essentiel, c'est les structures économiques et sociales. Or, là, avec une république au pouvoir, une république qui pourrait être orientée du côté du socialisme, ce sont ces structures-là qui sont en cause. Par conséquent, pas d'hésitation, pas une minute d'hésitation. On amputera le territoire national pour pouvoir préserver ce que l'on appelle l'ordre établi, c'est-à-dire le vieux système voltairien que je vous rappelais il y a un instant, à savoir que le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourrit par lui et le gouverne. Seulement, c'est pas commode de faire avaler ça à l'opinion, étant donné qu'on vient de crier résistance, résistance, et qu'on ne veut pas la faire, cette résistance. Alors l'unique moyen de survie du gouvernement dit de la défense nationale, ça sera la duplicité. Ces gens vont faire croire, ils vont faire semblant de faire de la résistance, alors qu'en réalité ils n'ont qu'une pensée, le plus vite possible la capitulation. Vous vous rendez compte que c'est pas tellement facile, hein, c'est un jeu de voltige, en façon des funambules, ils marchent sur une corde raide. Alors il y aura des crises. Hein. Assez rapidement, l'extrême gauche va s'apercevoir qu'on est en train de la rouler. Blanqui, qui représente l'extrême gauche la plus rouge. Blanqui, c'est l'incarcéré, c'est le type qui a fait une grande partie de sa vie en prison. Blanqui avait lancé, dès le début de septembre, un journal qui s'appelait « La patrie en danger », où il disait « Union sacrée », enfin, un ralliement de tout le monde derrière ce gouvernement qui est un gouvernement de défense. Début de septembre. Mais le 15 septembre, dans son journal, Blanqui disait déjà « Le cœur se serre au soupçon d'un immense mensonge ». Et le 11 octobre, toujours dans son journal « La patrie en danger », il va dire « La question se pose de savoir si nous ne sommes pas tous en ce moment les victimes d'une abominable comédie. » Alors naturellement, il y aura des crises. Hein. Il y a une crise au début d'octobre, il y a une très grosse crise le 31 octobre, lorsque le gouvernement va dire, grâce à M. Thiers, dont je vous parlerai la prochaine fois, va dire il y a un armistice qui est possible, il y a l'intervention des neutres. Du reste, à ce moment-là, nous venons de recevoir un coup de matraque sur la tête, il y a l'armée de Bazaine à Metz qui s'est rendue, c'est 170 000 hommes en moins, il faut canner, quoi. Ah, la population de Paris ne marche pas, c'est une véritable insurrection. Enfin, ils arrivent à surnager. Les gens du gouvernement provisoire surnagent encore le 31 octobre. Ils en sont donc réduits à quoi? Ils s'en ont réduits à attendre la crédibilité de la famine quand on pourra faire croire aux Français, aux Parisiens, qu'il n'y a plus moyen de résister parce qu'il n'y a plus de stock de vivres. Mais ce qui complique gravement leur situation, à ces braves Jules, c'est Gambetta. Gambetta, c'était le seul membre du gouvernement de la Défense nationale qui prenait la Défense nationale au sérieux. C'était un petit gars, c'était le plus jeune de la bande, c'était le Jeunot, enfin, il avait 32 ans, c'était un avocat borgne, vous savez, Gambetta. On l'avait envoyé en province, pas du tout pour ça, mais quand il est arrivé en province, à Tours, il s'est dit, mais il y a des ressources énormes encore en France. Et vous savez, il n'avait pas tort de penser ça, Gambetta, parce qu'il y a un monsieur beaucoup plus sérieux que lui, si je puis dire, enfin un spécialiste, qui s'appelle le général Foch, plus tard maréchal, vous savez. Foch a enseigné à l'école de guerre entre 1910 et 1912. Et dans son cours de l'école de guerre, Foch a dit, mais bien entendu, qu'il y avait moyen de gagner la guerre. On avait perdu Sedan, quoi, ça fait 100 000 hommes de moins. Mais une bataille perdue, c'est pas une guerre perdue. La France a encore des quantités d'hommes, des millions d'hommes dans ses dépôts. Si on mobilise les hommes mariés, si on supprime le remplacement militaire, on a de quoi se battre. D'autre part, il y a les usines qui vont travailler en masse. On a une artillerie considérable qui reste encore en province. On a de l'argent tant qu'on voudra. Si jamais la France veut pour de bon, se battre, il y a tout à fait moyen de renverser la situation et de obtenir la victoire. C'est l'idée de Gambetta. Bon, ce qu'il faut savoir, et ce que l'on ne dit jamais, et que je suis là pour dire, c'est que ce Gambetta va avoir contre lui une conjuration, mais quasi totale, vous savez, quasi totale des notables. Les notables, c'est quoi? C'est les châtelains, c'est les grands propriétaires, c'est le clergé. Ces gens-là sont terrifiés par l'idée d'une révolution populaire à Paris. Et il leur faut le plus rapidement possible cette victoire allemande qui protégera, qui couvrira l'ordre établi.
alors le malheureux Gambetta va avoir contre lui une coalition, mais forcenée, vous savez, de tous les grands possédants, où on verra les gens de l'extrême droite et de la gauche républicaine s'unir. Cette coalition qui ira de Louis Veuillot, vous savez, c'est l'ultra-clérical, à M. Renan, qui est un anticlérical, coalition qui va du comte de Falloux, qui est un clérical aussi, jusqu'à Marcellin Berthelot, le savant Marcellin Berthelot, qui était un libre penseur. Coalition qui va de l'archevêque de Rouen, qui s'appelait Monseigneur de Bonnechose, à Madame Sand, qui était la châtelaine de Nohant, enfin tous les gens bien, tous les possédants, tous les nantis, tous ceux qui s'appelaient eux-mêmes les honnêtes gens, n'ont qu'une pensée, c'est de casser les reins à cette résistance de Gambetta parce qu'elle est socialement dangereuse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je viens de vous le dire, il faut essayer de traîner les choses en longueur jusqu'à la fameuse crédibilité de la famille. On en est réduit à imiter Bazaine. Sur Bazaine, je vais vous dire des choses qui sont historiques, mais que presque personne ne dit. À savoir ce que Bazaine avait osé proposer aux forces allemandes le 10 octobre 1870. Il finira par se rendre le 28 octobre. Mais le 10 octobre, Bazaine avait envoyé un collaborateur qui s'appelait le général Napoléon Boyer. Il l'avait envoyé à Bismarck avec un texte écrit que nous possédons. Et dans ce texte, le chef de l'armée française de Metz, des 170 000 hommes de Metz, disait « Je vous propose, à vous Allemands, à vous Prussiens, je vous propose de neutraliser nos 170 000 hommes. Ils ne seront plus dangereux pour vous. La guerre est finie pour nous. Mais je vous demande l'autorisation de traverser votre zone occupée pour faire marcher mes 170 000 soldats contre Paris, pour y rétablir l'ordre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces généraux, qui ont reçu de la France une armée pour la défense nationale, transforment cette armée en un instrument de guerre civile pour essayer de fracasser les Parisiens parce qu'ils sont coupables de résistance. Bismarck a dit, moi je vous fais confiance, les généraux, je sais que vous êtes des gens bien, mais vos 170 000 soldats, si vous voulez les lancer contre leurs compatriotes à Paris, c'est pas sûr qu'ils marcheront. Alors ce qu'il faut faire, disait Bismarck, si vous voulez porter un coup de massue à la résistance, c'est se rendre. Et ben, c'est ce que Bazaine va faire, et le 28 octobre 1870, il rend non seulement les 170 000 hommes, mais toutes les fortifications intactes et tout le matériel avec toutes les munitions. Cette chose, cette vérité historique, dont je vous dis qu'elle est trop peu connue, c'est exactement cette vérité-là que vont appliquer les Jules. Et ils vont essayer de faire, en traînant les choses, à faire un simulacre à un moment, une fausse sortie qu'on appellera Champigny, alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils ne voulaient pas de percer et que les généraux, pour un coup, à aucun prix, ne voulaient percer les lignes allemandes, vont attendre jusqu'au 28 janvier 1870, et ça y est, cette fois, on peut faire croire aux Parisiens qu'ils vont crever de faim. Jules Favre, la main sur le cœur, dit « Moi, je ne peux pas supporter l'idée que les femmes et les enfants vont mourir de faim. C'est affreux, c'est terrible, mais je suis obligé de se rendre. » Ça y est, il va se rendre. Ce qui est sinistre, c'est de voir ces gens qui plus tard diront la vérité. Plus tard diront, mais bien entendu, nous ne voulions pas nous battre. Le général Trochu, quand l'affaire sera terminée, dira, moi j'ai jamais eu une idée de stratégie. Je n'avais qu'une seule préoccupation, la voici, gagner du temps, jusqu'à ce qu'il soit possible de réunir cette Assemblée nationale, seule habilitée à statuer sur l'abandon des territoires exigés par la Prusse. Ils ont gagné, les Jules. Ils ont gagné, et un certain comte de Meffray va même publier un livre en leur honneur disant « Ils ont su triompher de la révolution communiste à Paris et ils ont acquis par là des droits à la reconnaissance de tous les honnêtes gens. » C'est peut-être vrai, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mais ils avaient fait ce qu'il faut bien appeler, c'est pas de la polémique, je ne fais pas de pamphlet, quoi qu'on dise. Ils avaient fait une trahison. Si vous cherchez dans un dictionnaire, la définition de la trahison est un traître, le mandataire qui substitue sa volonté à celle du mandant. Eh bien, les mandataires leur avaient dit résistance, et eux, ils pensaient capitulation. Barrès lui-même, du reste, Maurice Barrès, vous savez, qui est un nationaliste, dans un très curieux article du journal, le journal du 20 novembre 1997, écrira noir sur blanc. Il faut dire la vérité sur les généraux de Paris en 70. Ce n'était pas la victoire qu'ils voulaient, c'était la reddition, et je lis encore, c'est du Barrès, ils ont trahi la loi nationale. Seulement, une certaine madame Edgar Quinet, vous savez, la femme de l'écrivain Edgar Quinet, avait écrit dans son journal, Journal du Siège, le 12 novembre 1870, « Si Paris s'aperçoit un jour qu'on l'a joué, le revirement sera terrible. » Eh bien, c'est ça l'origine directe de la Commune.